Alors, chers apprenants, comme je vous l'ai promis dans la vidéo antérieure, nous voilà une seconde fois ensemble pour expliquer toujours la question méthodologique liée à la dissertation, mais appliquée cette fois-ci à un autre type de sujet qui est toujours un sujet de dissertation, qui est formulé ainsi, le principe de Maat. Alors, comme je vous ai dit pour la première vidéo, ne vous privez jamais de ce plaisir, ne vous privez jamais de cette obligation qui est de lire le sujet. C'est votre seul recours. Je sais que vous savez tous lire, nous savons tous comment lire, mais on vous incite à lire ce sujet, mais parce que c'est de cette lecture que vous avez les premiers rudiments, les premiers balbutiements d'idées qui devront vous permettre au fur et à mesure d'avancer de pouvoir avoir une idée claire sur la question. Donc, lisez le sujet, le principe de Maat une fois. Relisez ce sujet, mais crayons sous la main. Une lecture, je vais dire, une lecture en cascade. Ne lisez pas continuellement, mais vous lisez, vous vous arrêtez, vous essayez de le lire. Pourquoi j'ai écarté un peu les espacements? Le principe, c'est quoi le principe? De Maat. Le principe de Maat, est-ce qu'il faudrait maintenir tout uni? Voilà les petites questions de fond que vous allez vous poser sur cette seconde lecture et qui vont vous permettre de préfigurer déjà quel sera le travail. Lisez en tout cas en autant de fois qu'il est nécessaire de stimuler votre esprit sur la question. Alors, après avoir lu, après que cette lecture ait créé ce qu'on a espéré, il faudrait souligner les mots-clés. Ne l'oubliez jamais. Et je vous avais dit que la première des règles, c'est qu'il n'y a pas de règle. On ne peut pas vous dire dans tel sujet, voilà ce que c'est que le mot-clé. Chaque sujet a ses propres mots-clés. Et pour les identifier, il faut être suffisamment balèze dans la matière, être cultivé dans cette matière. Si vous ne l'êtes pas, il vous sera quasiment impossible d'identifier un mot-clé de ce qui n'en est pas. Et vous soulignez ces mots-clés, évitez le mot à mot. Évitez de souligner le mot à mot. Le, soulignez. Principe, soulignez. De, vous soulignez. Maat, vous soulignez. Ça, c'est insensé d'ailleurs. Le tout court. Le tout court. À part article défini, masculin. Ça veut dire quoi dans le cadre de ce sujet? Rien. Principe. Écoutez, le principe. Oui, principe, c'est des sortes de déclarations d'intention qui précèdent généralement des textes. Oui, d'accord. Mais principe tout court. Pris dans le cadre du sujet de la matière d'histoire du droit. Le principe tout court, ça ne veut rien dire. De, également, ça ne veut rien dire. Maat, peut-être. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas maintenir tout uni? Mais pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau, encore une fois, il faut avoir une culture de la matière. Donc, soulignez les mots qui, pris ensemble, sont susceptibles d'avoir un sens. Et ici, c'est toute la formulation, le principe de Maat en lui, qui a un sens par rapport au cours de l'histoire du droit portant sur l'Égypte antique. Alors, après avoir identifié le mot-clé, analysez votre sujet. Voyez s'il s'agit d'une étude de rapport. Identifiez les mots de liaison et analysez leur contenu. Est-ce un sujet de comparaison? Est-ce un sujet de relation? Bon, de toute façon, c'est le mot de liaison qui va vous dire, ainsi que la teneur des deux, généralement, mots-clés qui sont mis en balance. Par exemple, si on compare le droit réel, si on dit droit réel et droit personnel, là, on sait que c'est deux mots d'égale valeur. Droit. Maintenant, ça appelle une comparaison. Si on dit, comme tout à l'heure, le pharaon et l'ancien empire, on saura que c'est deux mots qui ne sont pas d'égale valeur. Le pharaon, déjà, c'est une personne, c'est un personnage, c'est une fonction, tandis que l'ancien empire, c'est une période. Est-ce qu'on peut comparer une personne à une période? Il ne s'agit pas d'une comparaison, mais plutôt d'une étude de relation. Donc, voyez si est-ce qu'il s'agit d'une étude de rapport, sujet de comparaison ou sujet de relation. Voyez s'il s'agit d'une étude de notion, sujet d'exposition ou sujet de synthèse, qui est le cas ici.
Dans le cas ici, il s'agit d'un sujet de synthèse. Pourquoi je dis ça? Mais parce que le principe de maths, déjà, fait l'objet du paragraphe 2 de la section 1 et du chapitre 2. Donc, chapitre 2 du cours, section 1 du cours, paragraphe 2, son intitulé, c'est le principe de maths. Hein? Deuxième chose aussi, le principe de maths en soi est impliqué par le paragraphe 3 de cette même section 1 de ce même chapitre 2. Autrement, le principe de maths va appeler de vous que vous preniez des éléments du paragraphe 2 et les éléments du paragraphe 3 que vous allez combiner. Or, en français, c'est ce qu'on appelle synthèse. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une étude de notion, parce que c'est une notion qui est prise en elle-même et une notion qui en appelle énormément de parties du cours comme élément de résolution. Donc, il s'agit ici d'une étude de notion, plus précisément en sujet de synthèse. Et vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner sur les autres sujets que vous aurez sous les yeux à les classer. De quel genre de sujet s'agit-il? À les analyser et à les ranger dans la catégorie à laquelle elles appartiennent. En tout cas, après avoir analysé le sujet, vous devez recenser en vrac d'une manière désordonnée, sans souci de classer les idées que vous inspire chaque mot-clé. Or ici, nous n'avons qu'une mot-clé, parce qu'il s'agit, autant pour moi, qu'un mot-clé, parce qu'il s'agit d'étude d'une notion qui est le principe de maths. Donc, au lieu d'un tableau à double colonne ou à triple colonne, vous aurez ici un tableau à colonne unique. À l'entête, vous mettez le principe de maths. Et sous principe de maths, mettez toutes les idées qui vous traversent l'esprit. Tout ce qui vient. C'est une sorte de gymnastique. Un coureur ne peut pas, d'un coup, voilà, entamer la course. Il devrait s'échauffer d'abord. L'esprit également est une chose biologique, anatomique, qui ne peut pas d'un coup atteindre sa vitesse de croisière. Ce n'est pas possible. Il faut l'entraîner. Il faut le pousser à vous restituer ces éléments-là qu'il avait retenus. Or, ces petits manèges-là, recensement en vrac des idées, vous permet de d'échauffer cet esprit. Donc, sous principe de maths, mettez tout ce qui vous passe la tête. Par exemple, dans le cas ici, le principe de maths. Maths, déjà, c'est qui? C'est une déesse. Dans le panthéon des dieux égyptiens, il y a une déesse qui s'appelle Maat, qui est souvent symbolisée par une femme qui porte une plume d'Autriche à la tête. Parfois, c'est même la plume d'Autriche tout court. Et souvenez-vous, il y a une image de la religion égyptienne concernant le tribunal d'Osiris, lorsque le pharaon est mis sur la balance, ou plutôt lorsque le cœur du pharaon est mis sous la balance pour voir s'il était bon ou mauvais, qu'est-ce qui est mis sur l'autre? C'est la plume. Donc, Maat, c'est une déesse. Et d'ailleurs, il y avait tout un culte qui était rendu à Maat et à qui on avait dédié un temple, le temple de Luxor. Donc, Maat, c'est une déesse, c'est de l'ordre religieux. C'est une déesse qui symbolise l'équilibre du monde. Parce que souvenez-vous aussi, la cosmogonie égyptienne veut qu'il y ait deux mondes, un monde des vivants et un monde cosmique, un monde parallèle. Et le pharaon, souvenez-vous, il avait pour rôle d'assurer l'équilibre entre les deux mondes. Donc Maat lui-même, ou elle-même, parce qu'il s'agit d'une déesse, est garante de l'équilibre du monde. Elle est également garante de l'équité et de la paix, de la justice et de la vérité. Et Maat a pour contraire un autre démon qu'on appelle Isfet, qui symbolise le chaos, l'injustice, l'inversion sociale. Je suis en train de recenser toutes les idées qui me traversent la tête, comme je vous les conseille. Ensuite, la Maat religieuse, ça on l'a déjà dit, la Maat, c'est du domaine religieux. Un principe religieux de l'Égypte pharaonique, une divinité du panthéon égyptien, un principe juridique. Maat n'est pas qu'une déesse, mais c'est une déesse qui a des implications juridiques. Et ça ne devrait pas étonner le spécialiste du droit des institutions égyptiennes que vous devez être. Mais parce que les institutions égyptiennes étaient teintées de religiosité. C'est un mariage assez savamment entretenu entre le temporel et le spirituel. On n'est pas dans le monde gréco-latin ou latin, on n'est pas dans le monde gréco-latin ou gréco-romain,
où on laisse à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Non, nous sommes à 3000 ans avant JC et là-bas, Dieu égale politique, politique égale Dieu. Les deux allaient ensemble. Le pharaon est en même temps Dieu, en même temps chef d'État. Donc il n'y avait pas de séparation de pouvoir en prélude. Donc. Alors donc c'est un principe juridique. Ensuite, quel est le propre des principes? C'est d'être des déclarations d'intention sans grandes conséquences pratiques, normalement. Mais ici, on a un principe unanimement respecté par tous les pharaons, même les plus dénigrés de l'histoire, tels que Ramsès est présenté comme étant le pharaon qui a été le plus, en tout cas le moins en vue de l'histoire, parce que bon, il y a une certaine littérature religieuse moderne qui, voilà, ça vraiment vous savez bien. Même les pharaons les moins en vue ont respecté avec le scrupule qu'il fallait ce principe de Maat. Or, le propre des principes, c'est d'être des grandes déclarations d'intention, mais sans conséquences, sans suite. Alors, déjà, se prélude à l'esprit, déjà se faufile à l'esprit un certain nombre de questions. Un principe qui pourtant est respecté par tous. Et on continue dans la sélection de ces idées. Un principe à sanction divine. Ah, voilà maintenant. C'est parce que ce n'est pas qu'une simple déclaration d'intention, mais c'est une déclaration d'intention suivie de sanctions. Et cette sanction était quoi? La félicité de l'âme. Ce n'est pas une sanction humaine, ce n'était pas une sanction corporelle, je veux dire de ce monde, mais une sanction divine que tout le monde redoute. Ensuite, le tribunal d'Osiris, vraiment pour clore tout. À présent, on arrive à comprendre. Comment? C'est un principe, c'est une déesse religieuse, qui est un principe juridique. Donc, religion, bien que ça participe de l'au-delà, mais appliqué sur terre, un principe juridique sur terre, mais dont les sanctions se situeraient dans... Ah, donc, quel est le problème que doit poser un tel sujet? Donc, vous confrontez ces différentes idées. Maat religieuse, déesse de Maat. Principe religieux de l'égyptienne, une divinité panthéon-égyptienne. En principe juridique, le propre des principes. Quel est le propre des principes? En principe unanimement respecté par les pharaons. En principe en sanction divine, tribunal d'Osiris. Donc, c'est ce petit raisonnement, va-et-vient, entre les différentes notions, entre les différentes idées que vous posez. Ce sont ces va-et-vient qui vous permettent d'envisager le problème de droit. Souvenez-vous, un problème de droit posé en problème juridique. Je vous rappelle rapidement les caractères et je vais vous donner des exemples dans le cadre de ce sujet qui ne sont pas des problèmes juridiques. Des problèmes peut-être, mais pas juridiques. Le premier caractère du problème juridique, je ne le dirai jamais assez, c'est la clarté. Éviter les formulations confuses du genre. Quels sont les tenants et les aboutissants du principe de Maat? Ça aussi, c'est des choses qu'on rencontre. On voit des apprenants assez astucieux pour vous dire quels sont les tenants et les aboutissants du principe de Maat. Ce n'est pas le bon problème juridique, même si c'est un problème, mais c'est un problème qui n'est pas clair. Qu'est-ce que tenant et aboutissant? Que veut-on dire derrière tenant et aboutissant? Donc voilà des sortes de formulations à bannir, à proscrire de votre langage. La précision, c'est le deuxième caractère d'un problème juridique. Et il faut éviter des formulations trop vagues du genre comment appréhender le principe de Maat. Appréhender veut dire quoi? Derrière appréhender. Est-ce qu'appréhender veut dire connaître? Est-ce qu'appréhender veut dire... En tout cas, le doute est permis. Donc, éviter des formulations vagues. Éviter également des formulations qui manquent d'intérêt en droit. Et ça, c'est le troisième caractère d'un problème juridique. Un problème juridique doit être juridique. D'accord? La juridicité. Il faut que le problème que vous posiez soit juridique. N'importe quel problème n'est pas juridique. Un sujet en soi peut poser autant de problèmes qu'il y a de domaines de connaissance. Et vous êtes des juristes. Donc, posez le problème juridique. Donc, évitez, dans le cadre de ce sujet, évitez des questions du genre, qu'est-ce que le principe de Maat? Même si ceci a un intérêt, mais la juridicité quand même laisse à désirer. Alors, l'interrogation, ça c'est la quatrième ou le quatrième caractère d'un problème juridique. Le problème juridique doit être formulé
sous forme d'une interrogation, ne pas la formuler ainsi. Les caractères du principe de maths, par exemple, il n'y a pas de question. Et enfin, voilà le bon problème juridique que nous pensons. Quels sont les caractères du principe de maths? C'est ça le problème en fait que pose maths. Maths qui est un principe religieux, qui est appliqué par les hommes, qui a pour destination les hommes, et pourtant sanctionné par les dieux. Finalement, quels sont les caractères à partir desquels on peut saisir, on peut connaître le principe de maths, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de caractères qui interfèrent, raison pour laquelle le bon problème juridique, à notre humble avis, c'est de dire quels sont les caractères du principe de maths. Alors, une fois que le problème juridique est formulé, il faut parler des intérêts. Mais c'est comme j'ai dit dans la vidéo antérieure. Ces problèmes doivent être des problèmes théoriques et des problèmes pratiques. Mais si vous vous référez à cette vidéo, vous verrez mon point de vue. Et c'est un point de vue personnel. Hein. Moi, je crois peu qu'un étudiant de la première année sache donner des intérêts théoriques et des intérêts pratiques dans ce sujet, parce que ce que cela nécessite en termes de culture, ce que cela nécessite en termes de connaissances, ça fait défaut en première année, il faut le reconnaître. Donc de sorte que moi je suis beaucoup plus pour donner l'utilité que vous croyez être attachée à ce sujet plutôt que problème théorique. Parce que si vous dites ce sujet a un intérêt théorique, vous êtes enfermé vous-même. Il faudrait que vous repreniez la discorde doctrinale qu'il y a eu autour de ce sujet. Donc dites combien d'écoles de pensée se sont confrontées dans ce sujet et quel est le point de vue de chaque école de pensée. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, ne vous prononcez pas sur la nature de l'intérêt que vous donnez. Ensuite, intérêt pratique, il faudrait dire quelle conception, quelle jurisprudence par exemple, ou bien quelle position d'un praticien est en choc avec l'autre position. Est-ce que vous êtes apte à le faire? Donc, taisez-vous sur la nature du problème que vous allez donner et dites simplement l'utilité que vous croyez être attachée à ce sujet. Et ça, encore une fois, c'est un point de vue personnel qui peut être discuté. Et après avoir donné en tout cas les intérêts ou ce qui tient lieu d'intérêt du sujet, vous devez annoncer le plan du sujet avec la même exigence de cohérence, c'est-à-dire une cohérence interne et une cohérence externe. C'est quoi une cohérence externe? La cohérence externe, c'est que le problème juridique posé doit être adéquat avec le plan. Le plan est une solution, une réponse par rapport à la question posée par le problème juridique. Donc, dans le cadre de ce sujet, comme problème juridique, quels sont les caractères du principe de maths? Plan de résolution. Grand 1, c'est un principe à application humaine. C'est un principe à application humaine. C'est-à-dire, l'objectif du principe, ce sont les hommes. La fin du principe, c'est la vie terrestre. Grand 2, c'est un principe à sanction divine. C'est ça les caractères. Si on veut identifier le principe de maths, si on peut avoir les marques qui permettent de reconnaître le principe de maths, c'est ça. C'est que c'est un principe qui se joue sur terre, mais qui est sanctionné dans l'au-delà, dans la vie d'outre-tombe, dans le royaume d'Osiris, le père de tous les pharaons. Donc, la cohérence externe, c'est que le principe, ou plutôt le problème juridique doit être en adéquation avec les deux parties du plan. Ensuite, la cohérence externe, les sous-parties doivent recouper les parties et les deux parties doivent se compléter et être en adéquation avec le problème juridique, comme on a fait tout à l'heure avec la vidéo précédente. Donc, si on prend l'exemple de ce sujet, exemple, le problème juridique, quels sont les caractères du principe de maths? Grand 1, un principe à application humaine. Dans un principe à application humaine, nous avons deux sous-parties. A, une mission de justice et d'équité. Et B, une mission d'abondance. Donc, si vous voyez, les deux sujets sont reliés. On dirait que c'est la deuxième partie du sujet qui a été repris et reposée en un sujet autonome. Donc, vous rappelez le contenu, l'application humaine de ce principe, c'est-à-dire un principe qui comporte une mission humaine. Justice et équité entre les hommes, mission d'abondance, assurer la subsistance aux hommes. Et en grand 2, principe à sanction divine. Et sous principe à sanction divine, nous avons A, le tribunal d'Osiris.
Et dans ce tribunal d'Osiris, l'apprenant devrait donner un certain nombre d'éléments. De toute façon, ça est dans le cours. Quelle était la composition de ce tribunal? Quelle est la procédure qui est suivie devant ce tribunal? Et en B, nous avons la sanction du tribunal d'Osiris. Quelles étaient les échelles ou l'échelle des sanctions devant le tribunal d'Osiris? Donc, cohérence interne, il faut que les sous-parties rentrent dans la partie. Pour vous donner un exemple très banal, très banal que j'ai l'habitude de donner. Prenez une partie intitulée les fleurs. Les fleurs, tout le monde sait ce que c'est qu'une fleur. Les fleurs. Sous partie, on met les mollusques ou les crustacés et les planctiles d'eau. Est-ce que crustacés rentrent dans la famille fleurs? Au contraire, lorsqu'on dit grand 1, les fleurs, en A, on devrait avoir au moins les roses, par exemple. Et en B, on devrait avoir les tulipes ou les orchidées. Autrement dit, les deux sous-parties doivent appartenir à la grande famille que constitue la première partie. D'accord? Deuxième partie aussi, les deux sous-parties doivent appartenir à la grande famille de la deuxième partie. Donc, si on dit les roches sédimentaires, les roches basaltiques, par exemple. Tout ça, c'est la famille des roches. Mais dire les roches, ensuite venir dire l'eau et l'huile, ça n'est pas du tout en adéquation. Donc, cohérence interne, les sous-parties doivent appartenir aux parties. Les deux parties doivent être complémentaires et le tout doit être en adéquation avec le problème juridique donné. Donc, quels sont les caractères du principe de maths? 1. C'est un principe à application humaine. En quoi une mission de justice et d'équité? En quoi une mission d'abondance? 2. Un principe à sanction divine. En quoi? Parce qu'il y a le tribunal d'Osiris devant lequel est justiciable le pharaon qui a vécu sur terre. En 2, il est sanctionné par ce tribunal d'Osiris. C'est-à-dire que s'il y a une sanction plutôt positive, il gagne son sésame. S'il y a une sanction plutôt négative, il perd éternellement son âme, soit en enfer ou dans une errance éternelle. Mais tout cela est déjà dans le cours. Et vraiment, je crois que vous pouvez revisiter ce cours et essayer de voir avec quelques éléments d'explication que nous avons bien voulu partager avec vous. Et nous espérons que ça vous a été d'une très grande utilité et vous souhaitons tout le bon courage. Donc, à vos crayons et à vos préparations. Merci de votre attention.